Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans Un Pilote Presque Parfait, votre émission dérivée de votre podcast sériel habituel, la saison des séries. Je m'appelle Junior et je suis comme à chaque fois ravi de vous retrouver, j'espère que tout va bien de votre côté. Pour celles et ceux qui découvrent ce podcast, on ne sait jamais, un rappel du concept s'impose. 3 personnes viennent discuter uniquement du premier épisode d'une série que l'on passe en revue scène par scène. Et une fois qu'on a commenté en long, en large et en travers ce pilote, chaque participant doit attribuer une note située entre 0 et 10. L'objectif est de déterminer via un classement quelles sont les séries les plus efficaces dès leur premier épisode. À mes côtés pour ce nouveau PPP, une voix que vous avez déjà pu entendre dans ce podcast quand on avait évoqué le pilote de The Boys. Elle anime le podcast Focal Musical où elle parle de comédie musicale en compagnie de Fred. Je suis très heureux de retrouver aujourd'hui Ariane. Salut Ariane. Salut Junior, ça va ? Oui, très bien. Et toi ? Ça va, ça va. Notre invité anime le podcast Radio Kalos, une émission de débat où l'on discute de l'actualité du monde des Pokémon. Je suis très heureux d'accueillir Jérémy. Salut Jérémy. Salut, merci pour l'invitation. Sois le bienvenu. Ça va ? Ça va super, et toi ? Oui, nickel. T'es prêt ? C'est une série sympa aujourd'hui, j'ai été sympa. Ah, moi j'adore, c'est trop cool. Bon. Au programme aujourd'hui, direction le 22 septembre 2004, date à laquelle débarquait sur la chaîne UPN la série Véronica Mars, création de Rob Thomas. 4 saisons et 72 épisodes, la série s'est arrêtée le 19 juillet 2019. Véronica Mars a aussi été un film sorti directement en VOD en mars 2014. Oui, je sais, ça fait beaucoup de chiffres. Retenez surtout que la série et le film Véronica Mars sont disponibles sur Prime Video ainsi qu'en DVD. Allez, pour vous donner un premier aperçu, je vous propose un extrait et on en parle juste après. This is my school. If you go here, your parents are either millionaires or your parents work for millionaires. Neptune, California, a town without a middle class. If you're in the second group, you get a job. Fast food, movie theaters, mini-marts. Or you could be me. My after-school job means tailing philandering spouses or investigating false injury claims. Who'd that guy rat out? The bikers. Why doesn't somebody cut him down? Yeah, I'll do it. I want to be the guy up there tomorrow. All right, say cheese. Smile. Who? Who died to make you the queen? You are a freak. Jérémy, toi aussi tu officies dans le monde du podcast. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots, Radio Kalos, qu'est-ce que c'est ? C'est un podcast sur l'actualité Pokémon et sur sa communauté. On teste un peu les derniers jeux du moment, on présente des fans et un peu leur parcours. C'est un podcast que j'anime depuis 2019, c'est très chouette. Trop bien, donc un aspect ludique et aussi des émotions de fans, quoi. Est-ce que ça représente les Pokémon pour eux ? Ouais, j'aime bien justement présenter les personnes qui ont créé Pokémon et tous ceux qui ont œuvré là-dessus, mais aussi ceux qui le font vivre au quotidien. C'est vraiment une passion qui est partagée par beaucoup de monde. Bon nickel, ça s'appelle Radio Kalos, je vous invite à l'écouter. Alors, je te garde sous la main, Jérémy. Ne t'en va pas tout de suite. On a à peine commencé. Je suis là. Pour celles et ceux qui n'ont jamais vu Véronica Mars, j'aimerais beaucoup que tu nous fasses un résumé. De quoi ça parle, s'il te plaît ? Yes, Véronica Mars, c'est une série à l'ambiance polar noir, mais un peu teen. C'est l'histoire de Véronica Mars, du coup, qui est lycéenne le jour et détective tout le temps, en fait, pas juste la nuit. Elle va au lycée de la ville de Neptune, en Californie, où des enfants de millionnaires côtoient ceux des familles plus défavorisées. Et pendant que ses camarades de classe font la fête, ou décident de rejoindre un gang de motards, parce que c'est ce que font les ados ici, Véronica, elle préfère mener des enquêtes seule ou à l'aide de son ami Wallace. Et dans chaque épisode, on la voit résoudre des enquêtes, souvent pour son père, qui est l'ancien shérif de la ville et qui est actuellement détective privé, ou bien pour aider son entourage. Mais en fait, vraiment, ce qui nous tient en haleine pendant toute la série, c'est les 3 mystères principaux qui sont plus ou moins liés entre eux et que Véronica va tenter d'élucider tout au long de la saison 1 et qui impacteront les saisons suivantes. Donc, tu sais quoi, je vais rien en dire et on va faire ça dans la suite. Oui, on va revenir bien sûr sur notamment un des plus gros fils rouges, un des fils rouges importants dans la saison 1 qui est révélé dès le pilote bien sûr. Au casting de cet épisode, de ce pilote, Kristen Bell, Enrico Colantoni, Percy Daggs,
Teddy Dunn, Francis Capra, Josh Doring, entre autres. Je ne cite pas les guests, je vous en citerai quelques-unes tout au long de l'émission. Avant d'entrer de plein pied dans le pilote, alors juste, je vais vous demander une réponse très courte, s'il vous plaît, pour que les auditrices et auditeurs situent bien vos teen séries préférées. Juste comme ça, en 2 mots, Ariane. Teen série préférée, je dirais Newport Beach et Veronica Mars. Et Glee un peu. Ok, elle en fait partie carrément. Ok. Ouais. Et toi, Jérémy? J'aurais cité Glee aussi, et j'étais pas mal sur Smallville et Buffy contre les vampires. Très bien. Pour ma part, ouais, c'est Dawson, Smallville, Buffy, que j'aimais beaucoup. J'ai regardé Dark Angel aussi, un petit crush sur Jessica Alba à cette époque-là. Bref, il y en a pas mal. Ariane, quand est-ce que tu as découvert, toi, la fiction Veronica Mars? Veronica Mars, j'ai découvert quand j'étais ado, quand ça passait sur 13e rue. Je regardais avec ma maman, qui est très fan de polar. Donc ça remonte à 20 ans, ça me rajeunit pas du tout. Non, c'est clair. Et tu viens de dire à l'instant que cette série, vraiment, tu le mets carrément dans ton panthéon des séries préférées. Ouais, quand j'étais ado, ouais, je sais que je regardais les épisodes, je suivais vraiment très assidûment, mais par contre, depuis, je l'ai jamais revu. Et du coup, il y a de la déperdition. Il y a des souvenirs qui sont Il y a beaucoup de déperditions. envolés. Le seul truc que je me rappelle, c'est mon amour pour Kristen Bell. Ah, bah ça, je te comprends, oui. On est deux. On va évidemment forcément parler un peu de sa carrière aussi derrière. Pour répondre à cette question à mon tour, pareil, la découverte, c'était sur M6. C'est un peu improbable d'ailleurs. Je me souviens que c'était en semaine à 19h. Et j'ai regardé par pure curiosité. Et j'ai été surpris de ce que j'ai vu. Je me suis dit... Putain, ouais, quand même, ça y va dans cette série, c'est chargé comme histoire pour une héroïne. Et c'est ça qui m'a gardé en haleine. Et j'ai regardé jusqu'au début de la saison 2, puis après, fallait faire des choix. Puis on n'avait pas forcément des moyens de rattrapage comme aujourd'hui, donc je l'ai un peu vite abandonné. J'arrivais pas à être aussi régulier que les séries de la fameuse trilogie du samedi. C'est un amour infini aussi pour son actrice principale que j'ai suivi dans la plupart des choses qu'elle a pu faire derrière. Voilà ce que représente pour moi Veronica Mars. Jérémy, à ton tour. La découverte de Veronica Mars, c'était quand et quelle relation tu entretiens avec cette série? C'est quand c'était diffusé sur M6, donc je pense à la même période que toi. Je pense qu'on a à peu près la même expérience de se mettre devant la télé à 19h pour regarder l'épisode du jour de Veronica Mars. Ou pareil, j'étais assez subjugué. Je sais pas, en 2007, je devais avoir une 12aine d'années, donc j'étais assez jeune. Et tu te prends un peu tout ça dans la figure. Et pareil, Kristen Bell, après j'ai suivi sa carrière un peu dans tous ses projets jusqu'à The Good Place. On n'avait pas l'habitude à l'époque de ce genre de série, en particulier à destination des ados, quoi. Et moi, je me souviens avoir vu au moins les 2 premières saisons, mais ça remonte à tellement loin que j'ai des souvenirs vagues des conclusions, des mystères de la saison 1, mais c'est tout. Mais j'en ai quasiment plus aucun souvenir, quoi. Et pareil, et c'est peut-être pas plus mal d'ailleurs pour une redécouverte. Vraiment, c'est en revisionnant ce pilote, je me suis dit, ça donne envie de regarder la suite. J'espère que vous êtes prêts. Le pilote de Veronica Mars en VO s'appelle Pilot. Ils sont pas foulés. Et en VF, ça s'appelle Mars Investigation. Le pilote s'ouvre sur la voix off de Veronica Mars, Kristen Bell, qui arrive en bagnole au lycée en mode « ça, c'est mon lycée ». Alors les amis, on en parle du procédé de narration, de la façon voix off qui a souvent été moquée aujourd'hui, mais bon, c'est comme ça que est amorcée cette série des années 2000. Je sais que je vous allais y revenir. On a plein d'infos qui nous sont données par Véronica. On apprend qu'on a Neptune en Californie. Ici, pas de classe moyenne. Si tu as des parents millionnaires, soit tu as des parents millionnaires, soit tu as des parents qui bossent pour des millionnaires. Quand justement tu dois bosser pour les riches, souvent tu dois trouver un petit boulot à côté. Soit tu fais comme Veronica Mars, tu te la joues détective et tu pistes les maris infidèles, par exemple. Est-ce que déjà vous avez une chose à dire là-dessus? Ariane? Le truc qu'il y a en fait, c'est que la voix off... Alors, dernièrement j'ai regardé You. Et il y a beaucoup de voix off aussi. En fait, le procédé de la voix off comme ça me fait trop penser à Dexter, qui était à peu près à la même époque, et où il y avait masse de voix off. Pareil, et à chaque fois, c'est des thrillers, en fait. Donc j'ai l'impression que c'est... Je sais pas si c'est Veronica Mars qui a lancé la mode, parce que je me rappelle pas assez, mais clairement, en fait, après, ça a marqué tous les trucs un peu thriller, polar et tout. On avait un personnage avec voix off, quoi. Mais tu sais, il y a plusieurs interprétations à ça. Soit on le voit comme quelque chose de paresseux, voire une faiblesse dans l'écriture, soit ça densifie un personnage. Parce que Dexter, quand on l'entend en voix off, on plonge dans la psyché d'un flic tueur en série, et c'est très habilement amené dans Dexter. Et You, t'es un peu dans la tête d'un psychopathe aussi.
Là, on n'est pas dans la tête d'un psychopathe, mais je trouve que la voix off ici, elle me gêne pas du tout. Elle est pas du tout superflue, au contraire, parce qu'on est dans un polar en fait. Déjà, ce côté narratif, c'est totalement pertinent avec la série. Et comme en plus, derrière les petites phrases un peu cinglantes qu'on verra de Véronica, pouvoir rentrer dans sa tête et avoir vraiment les commentaires en direct, ça permet vraiment très vite de rentrer dans cette ville, de comprendre que derrière le côté ensoleillé, Californie, tout est chouette, bah en fait, la vie à Neptune, elle est pas si rose que ça. Perso, j'ai noté que le décor était pas si mal planté. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on sent qu'ici, l'argent, c'est le nerf de la guerre dans cette ville fictive de Californie, car Neptune n'existe pas. Je tiens à le préciser. En arrivant dans l'espèce de grande cour du lycée, Véronica tombe sur un attroupement d'élèves dont certains ne comprennent pas ce qui se passe. Et là, on tombe sur un jeune lycéen noir, il s'appelle Wallace. Donc je précise qu'il est noir pour ceux qui n'ont pas vu le pilote ou qui n'ont jamais maté Véronica Mars, ça aura une importance plus tard dans une certaine scène. Donc il est attaché à un mât d'un drapeau. Je sais pas, vous pouvez me rappeler, les Pirates, c'est le club de foot, club de basket et... Je sais pas, je crois que c'est pas dit dans l'épisode 1, mais en C'est tout pas cas, dit, mais... ça doit être du football américain. Oui, je crois que c'est le football américain, il me semble. Très bien. Donc voilà, c'est attaché au mât d'un drapeau de l'équipe de foot locale. Il est en caleçon et sur sa poitrine, on peut lire la mention snitch. Ça veut dire quoi, ça? C'est une balance. Et c'est mal orthographié en plus. Oui. Parce que c'est des ados, ils écrivent mal. C'est SNITCH, la bonne orthographe, ouais. Ouais. Puis Véronica arrive devant le mec attaché et finalement le libère après avoir dégainé un couteau à cran d'arrêt. J'ai halluciné. Vous savez, c'est le couteau dont la lame sort automatiquement, comme ça. Ouais. Et Véronica Mars lui demande s'il est nouveau. Ah, eh ben, sois le bienvenu à Neptune High. Voilà. Est-ce que vous avez d'abord une chose à ajouter là-dessus? Ce qu'on remarque déjà, c'est qu'en fait, déjà, tous les gens dans ce lycée sont des connards. Oui. Ou alors, qui sont soit des connards, soit complètement effrayés. Mais entre ceux qui se moquent et ceux qui sont là en mode « Ah bah non, je vais pas l'aider, sinon moi aussi je vais me retrouver accroché au mât », ça introduit tout de suite Véronica comme un perso fort et qui en fait s'en fiche des autres. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bullies en fait dans ce lycée. Ils sont tous là à regarder. Il y en a, ils disent « Ah mais ça serait bien de le détacher, mais ils font rien. » Juste ils sont là, ils subissent le truc. C'est quoi ce lycée toxique, sérieux? Ça donne pas envie d'y aller. Et la seule qui a l'initiative de détacher le jeune homme, donc, de détacher Wallace, c'est Véronica. Je dis le jeune homme parce que au début, je jouais le jeu de ne pas noter son nom et en fait, on le dit super tard, le nom de Wallace. Vous repenserez à moi si vous matez le pilote. Bon, il n'y a pas de générique ici, dans ce pilote de Véronica Mars, mais juste pour le plaisir, je vous propose d'écouter ce générique culte de la série. Quel groupe est derrière ce générique de Véronica Mars? Je sais plus, c'était dans mon iPod à l'époque, je sais plus. Eh ben bravo. Je pourrais te la chanter là, mais je pourrais pas te dire qui l'a fait. La série s'appelle, le groupe s'appelle The Dandy Warhols. Oui. Le morceau c'est We Used to Be Friends. Bah oui. Qui est très pertinente. Oui. Le chapitre suivant, je l'ai baptisé Véronica est trop balèze en littérature. Et oui, parce qu'on retrouve Véronica en cours d'anglais. Visiblement, ils sont en train d'étudier la poésie et elle dort sur son bureau parce que c'est une élève très assidue, vu qu'elle travaille la nuit. Il faut bien qu'elle dorme un petit peu, cette petite. Et elle se retrouve interrogée par la professeure, mais Véronica, elle est trop intelligente et donc elle récite les vers du poète Alexander Pope qui sont en train d'étudier. Et quand la prof lui demande une interprétation, Véronica est très insolente et lui dit que la vie est une connasse, en gros. En français, ils ont traduit gentiment. Ouais. Jusqu'à la mort, la vie est une galère. Ouais, life's a bitch. C'est tout de suite un peu moins... Elle est plus insolente, elle est plus impertinente en VO, j'ai l'impression. Complètement, ouais. Mais la VF amoindrit pas mal de choses. Comme il savait qu'il le passait à une horaire et que c'était une certaine horaire qu'il allait y avoir les enfants devant, il fallait pas dire des trucs trop... sans dire qu'on est plus puritain chez nous, mais faut pas choquer les petites oreilles des pauvres enfants, surtout à l'époque.
T'as complètement raison, surtout que dans l'esprit d'M6, c'était dans une case qui diffusait à l'époque des codes Quantum, par exemple. Donc c'est très familial. Alors que pourtant, vous allez voir, le pilote il est chargé. Hein. Mais il y a une histoire d'adaptation qui doit rester assez soft. Pardon, je te laisse continuer. Une fois que le cours est terminé, Véronica sort dans les couloirs et il y a une fouille de son casier à la recherche de drogue. Sauf que Véronica, elle a des bonnes sources et du coup, son casier est toujours vide. Quand le principal l'ouvre, il retrouve rien du tout, si ce n'est une photo de lui encadrée dans un petit cœur. Que retenir de cette scène, Jérémy ? Qu'est-ce qui t'a interpellé ? Déjà, moi, c'est la scène avec sa prof. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand elle donne son explication que la vie, c'est de la merde, jusqu'à la mort, la prof lui dit que non, c'est pas ça la vraie raison, c'est que au bout d'un moment, dans le futur, ça ira mieux. Et j'arrive pas à savoir, est-ce que la citation de Véronica est vraiment sa vision de la vie, ou si, donc vraiment que en fait, elle attend juste que la mort arrive, quoi, pour qu'elle soit enfin libérée de toutes ces galères, ou est-ce que finalement, c'est pas que Véronica est pas si pessimiste que ça et qu'en fait elle a quand même un petit espoir que ça va s'arranger. Je sais pas trop et du coup ça m'intrigue pas mal. Oui, en effet ça pousse à une forme d'interprétation de ce qui se passe dans la tête de la gamine qui ne voit plus sa mère depuis des mois, on y reviendra. Évidemment la mort de sa meilleure amie qui est proche, j'anticipe beaucoup pardon mais on y reviendra sur tout ça. Mais oui, en effet. Ariane, tu voulais ajouter ? Pour moi, en fait, surtout, c'est que la réponse de Véronica, c'est son état d'esprit à l'instant T dans le pilote, au tout début, où elle est comme ça, elle est très renfermée, on a l'impression qu'il y a le monde en fait, est ligué contre elle. Mais en fait, la réponse de la prof, c'est plus... Comment dire ? C'est comme ça, en fait, c'est en suivant la réponse de la prof qu'elle va évoluer pendant le reste de la série, en fait. Ouais. Et qu'elle va trouver de l'espoir pour résoudre des enquêtes, pour essayer de résoudre des mystères, etc., en fait. Donc c'est un peu annonciateur de ce qui va se passer par la suite. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est qu'on découvre une Véronica qui, en fait, a des facilités. Elle a une excellente mémoire, une capacité de synthèse qui est au top, alors que la meuf, elle est en train de pioncer en plein cours, quoi. Donc ça montre aussi ses capacités, sa vivacité d'esprit. J'aurais aimé avoir ce super pouvoir en cours. Moi aussi. Je comprends. Ah oui, juste une chose d'ailleurs. La fouille, il y a aussi le fait qu'elle sache faire preuve de caractère. C'est ça qui est intéressant aussi. On sent aussi qu'elle a beaucoup d'autorité parce qu'elle est capable de faire se taire le chien tout de suite juste en disant son prénom. Moi, j'adore cette scène avec le chien parce qu'elle connaît le nom du chien. Et étant donné que c'est le chien du policier, moi j'ai ma petite théorie que, on verra après, que c'est la fille de l'ancien shérif, mais du coup ça m'étonnerait pas qu'elle ait grandi avec ce chien et du coup limite que c'est elle qui a participé à son dressage, quoi. Ouais, j'ai la même théorie. Et ça ancre un peu plus le fait que Neptune est une petite ville et que tout le monde connaît tout le monde. Ça revient tout au long du pilote. Pourquoi j'ai noté ça ? Franchement, la bouffe de la cantine du lycée de Neptune, elle a pas l'air dingue. J'ai noté ça. Oui, parce que les petits pois ont l'air fluo juste après, un peu. Ouais. Et la sauce a l'air clairement dégueulasse. C'est pour ça que Véronica freeze. Je pense que ça doit être à cause de la nourriture. Ouais, elle est en train de faire une mini-intoxication alimentaire, là, juste en regardant son plat. Du coup, en fait, comme on l'a dit, Véronica, on a un plan sur elle qui est totalement en freeze. Tous les autres élèves aux alentours sont ralentis. Elle mange tout seule sur une grande table. Et elle fixe la table des gens qui sont plus cool et plus riches qu'elle. Elle nous raconte que c'était sa bande d'amis avant. Alors qu'elle n'était pas forcément riche, mais comme son père était shérif, ça doit jouer sur sa street cred. Et elle nous présente du coup Duncan Kane, son ex-petit copain, qui est apparemment le fils de la personne qui est la plus riche de la ville. Il a créé le streaming sur Internet, il a créé YouTube, quoi. On parle de ça en 2004, waouh. Ouais, non, mais c'est ça. Et c'est assez drôle de se remettre dans le contexte à ce moment-là, mais vraiment. Et quand on sait maintenant la place du streaming, c'est hyper drôle. Parce que je pense qu'à l'époque où on a regardé la série, on savait pas trop ce que c'était le streaming. Déjà, est-ce que t'avais Internet chez toi ? C'est ça. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'avaient pas Internet à la maison. Donc c'est même encore pire, tu vois, ils savaient même pas ce que c'était Internet. Moi je pense que je l'avais à partir de 2005, donc au moment de la diffusion de la série en France, ouais. Nous on a eu Internet en 2006, c'était super tard. Non mais c'est pour ça, ouais, c'est hyper avant-gardiste. Ça va ? Quoi ? Alors ? T'as l'air, je sais pas, comme hypnotisé. Est-ce que je t'ai dit de t'asseoir ? Ne pars pas. Tu peux t'asseoir ici et t'asseoir où tu veux. T'as été cool.
de me détacher du mât du drapeau. Dis-moi, Minus, tu devais pas rester à m'attendre au mât. Pourtant, je croyais avoir annoncé la couleur. D'accord. J'ai saisi. Très marrant. Ouais. Alors, maintenant, on est quitte. T'as saisi quoi? Tu t'étais condamné à mort, c'est ça que t'as saisi? Laisse-le tranquille. Et du coup, il y a un petit flashback, et on va en parler, qu'il y en aura des flashbacks, mais du coup, sur eux qui sont amoureux. Et elle nous présente aussi un autre de ses anciens camarades de classe, qui s'appelle Logan Nichols, qu'elle présente comme un psychotique jackass, un crétin névrosé. Bonne description. Ouais, non, clairement. C'est vraiment le Joker de cette série. Il est horrible. Hein. Il est insupportable. Je sais pas vous, mais la présentation en fait comme ça, moi ça m'a trop fait penser à du Twilight quand Bella est en train de regarder la table là des vampires. Là, c'est la même chose, tout pareil. C'est vrai. Bien avant Twilight en plus. Ouais, avant-gardiste de tout, streaming, Twilight, tout. Ah ouais. Ouais, sauf que Logan il brille pas dans la nuit. Et heureusement. Il brille pas par grand chose dans le pilote, franchement. Non, vrai. Et Duncan non plus d'ailleurs, je crois qu'il a aucune réplique, quasiment aucune dans tout le pilote. Il est juste là pour être BG, ouais. Et encore. Oui, encore. Ça taille, hein, dis donc. Écoute, en même temps, il y a Kristen Bell à côté, il fait pas le poids. Tu comprends pas pourquoi elle est Clairement avec pas. lui en fait quand tu les vois tous les deux. Tu fais non. Non, c'est pour ça. Et du coup, voilà, elle est complètement focus en train de nous raconter un peu sa vie. Et elle est interrompue par Wallace, le jeune garçon qui était attaché à un poteau dans la scène précédente. Et le plan est assez sympa parce qu'il apparaît d'un coup dans la scène, et jusqu'à ce qu'en fait, eux aussi soient interrompus par Weevil, le chef d'un gang de motards. C'est lui et son gang qui l'ont attaché sur le poteau. Et ils sont interrompus ils ont une altercation, et ils sont interrompus par le proviseur qui interrompt toute la scène. Non mais elle est géniale cette scène. Tu dis Weevil, en VF ils ont traduit Weevil. Il a un nom de Pokémon. T'as un Pokémon qui s'appelle Dimorette, en anglais il s'appelle Weevil. C'est pour ça que je l'appelle comme ça. Moi. C'est Pokémon Terre, eau, c'est... C'est Ténèbres Glace. Waouh. Ah, ça lui va bien. Il est froid et ténébreux, ça lui C'est va clair. Et il se prend pour Vin Diesel mais avec des muscles en moins. Alors, là, donc lui il débarque. Non, bien. Toi mais... aussi tu tailles, hein. Avec une petite moustache. La petite moustache magique. Et cette scène, mais le mec, les répliques qu'il a, les seuls moments où je m'intéresse à ce que dit une fille, c'est quand elle me chevauche. En clair, quand elle est sur son chibre. Et encore, je l'écoute à peine parce que la nana, elle fait que pousser des cris. Non mais mec, calme-toi. Le sexisme à son paroxysme. C'est ça, c'est une agression sexuelle en Exactement. fait. C'est assez... Kristen Bell, Veronica Mars dans la série a une répartie géniale. Faut quand même la raconter. Elle lui dit, mais c'est vrai ? Ah bah si c'est vrai, franchement, on n'a qu'à sortir ensemble et tout. On tu va veux au pas bal me de la prom montrer ensemble. Si elle est grosse, moi je veux bien être ta copine, hein, mais direct. Mais- Grave. Et le pire, c'est qu'à côté, il a un pote un peu con qui est là pour sortir la sienne, en fait. Ouais, il faut bien le défendre, tu vois. Félix, une lumière aussi. Ah ouais, l'acolyte, le sidekick qui a 2 neurones et il se prend pour Weevil avec le cerveau en moins, c'est terrible. Oui, le proviseur évidemment vient calmer tout ça, heureusement. Non, cette scène, j'ai trouvé géniale pour installer le répondant de Véronica. Ouais, mais on l'avait déjà un petit peu vu quand elle tenait un peu tête au proviseur pendant la fouille de son casier, là. D'ailleurs, le proviseur exceptionnel dans le blâmage de victime, parce que puisque juste avant de partir, elle lui dit mais pourquoi est-ce que tous les problèmes vous suivent Scène qu'on retrouvera dans tous les spots promo de M6. Et c'est du même acabit que fallait pas qu'elle porte une jupe. Voilà, beaucoup d'intelligence dans cette réplique. C'est complètement nul. Hein. C'est 2004, n'oubliez pas les amis. Reprise de la conversation entre Wallace et Véronica en mode pourquoi tu es condamné à mort en VF et en VO pourquoi tu es en sursis. Flashback, on découvre que Wallace travaille dans une épicerie, 2 mecs en mode loupard ont volé dans l'épicerie, ça c'est pas bien, ils ont rempli les poches discrètement mais ils se sont fait gauler. Wallace déclenche l'alarme pour appeler le shérif et les voleurs ont fait genre, on paye $1, un vieux paquet de chewing-gum on dirait. Le shérif arrive,
Il y a le gang de motards également qui arrive, dont Weevil, qui apparaît un peu comme le chef. Le shérif est décidé donc à faire payer ce vol. Pourquoi t'as déclenché l'alarme, gamin? Et voilà, ça peur et dit qu'il l'a fait par erreur quand il voit toute la horde de loupards qui est venue. Le shérif prend tranquillement la VHS de la télésurveillance pour coffrer les loupards. Et le shérif dit à Wallace, retenez bien cette phrase, elle a son importance. Faut t'acheter du courage, mec, va trouver le magicien. En revenant au temps, à la temporalité actuelle, Veronica donc dit à Wallace, bravo mec, tu t'es mis à dos Weevil et sa bande et le shérif. Là, on comprend que le shérif, en fait, il se mouille pas trop, quoi. Et il est pas commode. La première fois que j'avais vu le pilote, je m'étais même dit, en fait, il va les laisser tranquilles, les bikers, et c'est Wallace qui va emmerder. Ouais, j'ai pensé à la même chose au départ. J'avais l'impression qu'il était dans le coup des... qu'il les couvrait, parce que, je sais pas, il a son neveu qui fait partie des bikers, tu vois. Ouais, c'est ça. Et la ref au magicien, moi j'avais pas du tout compris, j'ai dû regarder sur internet. Il parle du magicien d'Oz, ouais. Du courage et tout. D'ailleurs, c'est même pas avant de lui dire cette réplique, il sniffe Wallace. C'est vraiment, il est vraiment pas commode. Il est vraiment horrible comme shérif. T'as pas envie de lui parler. Puis même, il fait toujours la gueule, t'as l'impression. En fait, cette scène où il sniffe Wallace, ça me rappelle, je sais pas si vous l'avez vu, ce film de Bong Joon-ho, Parasite. Le dédain aussi envers les populations les plus pauvres, où en gros t'es pauvre, tu pues, puis voilà quoi. Enfin, il y a ce rapport-là qui s'installe et qui est assez malin pour le coup. Ouais, c'est malin et malsain. Ouais. Veronica Mars. My dad's with a client. Apparently. That's okay. I'm happy out here chatting with you. Like I said, my dad's with a client. I heard you, but your dad's out tracking down bail jumpers half the time, and yet somehow all the cases that come in here still get handled. How is that? We're efficient. Very efficient. Look, I'm just gonna leave this file here open on your desk, and if you decide to take a look at it, cool. One of my clients, Loretta Cancun, dances at the Seventh Veil. Classy. These are my people, V. She was busted for vandalism, taking a baseball bat to the washing machine that stole her quarters at Suds and Duds. And Johnny Cochran was booked? I make no apologies. I like this case. It's tawdry. Miss Cancun says the Seventh Veil has an interesting way of keeping their liquor license, despite their rather lax ID policy. She wants to make a deal. If your dad has time, he should look into it. Retour dans la maison, petit flashback. Véronica se rend dans une espèce de résidence. En fait, c'est chez elle. C'est pas super ouf, mais il y a une piscine en plein milieu. Bon, pourquoi pas. Elle repense à son ex, Duncan, qui faisait des longueurs dans cette piscine. Elle repense à son anniversaire qu'elle a fêté au même endroit. Et elle rentre chez elle et tombe sur son chien qui s'appelle... Comment ? Patrouille. Backup ou patrouille ? Voilà, patrouille en VF. Backup en VO. Elle l'emmène ensuite sur la plage où elle croise Wallace. Bon, c'est pas super passionnant. Je vous invite à prendre la direction de Mars Investigation plutôt. Oui, Véronica se gare devant le bureau de son père chez Mars Investigation et elle remarque la voiture de la maman de son ex, Duncan, qui est garée ici. Et apparemment, elle n'a pas une super relation avec la maman puisqu'elle précise que la maman la déteste autant qu'elle adore son fils. Quand elle rentre dans le bureau, elle s'installe, elle écoute vite fait à la porte, et puis il y a quelqu'un qui arrive, un avocat apparemment, qui vient pour lui présenter une affaire, et qui lui dit « C'est étrange, votre père est toujours en vadrouille pour aller chercher des fugitifs, et les affaires pourtant sont toujours résolues. Donc, si votre père a le temps de regarder le dossier, ça m'arrangerait fortement. » Sous-entendu, si tu veux le faire, petite, vas-y, te prive pas. Sur ces entrefaits, le monsieur s'en va, et quelques secondes plus tard, la mère de Duncan sort du bureau avec le papa de Véronica qu'on découvre, et la maman de Duncan précise qu'elle n'apprécie pas le père de Véronica, qu'elle déteste être à cet endroit et qu'elle préfère partir, mais qu'en même temps, elle a besoin de lui pour faire ce dont elle a besoin. Et au moment où la maman de Duncan s'en va, Véronica explique en fait que si elle est aussi... que si elle se comporte autant comme une connasse, c'est parce que son père a essayé d'envoyer son mari en prison. On ne sait pas encore pourquoi à ce moment-là. Non, c'est pas précisé. Ça va venir juste après, je crois. Dans cette scène, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont interpellé, Ariane, tiens, qu'est-ce que t'en as pensé, toi ? Sur cette scène-là, en fait, on place assez bien aussi le fait que personne n'est dupe, en fait, sur le boulot, en fait, que fait Véronica, sans que ça soit vraiment officiel. Que même les avocats qui passent comme ça, en fait, sont au courant qu'elle va faire des planques, qu'elle va résoudre des enquêtes et qu'il n'y a pas que son père qui travaille. Déjà, avant, on nous a montré que c'était une forte tête, qu'elle était intelligente, etc. Mais en plus, on voit qu'elle est super débrouillarde. Et quelque part, suffisamment aguerrie
pour que l'avocat lui dise tiens, tu peux jeter un œil parce que je sais que tu es capable de le faire. Ça, c'est plutôt intéressant comme de la mettre en valeur aussi sous cet angle-là, d'être compétente déjà professionnellement, alors que on le rappelle, c'est une gamine, elle a 16 ans, quelque chose comme ça. Oui. Ouais, Et puis, 16-17 ans. et puis du coup, arrêtez-moi si je me trompe, mais il me semble qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de personnages féminins, à part Buffy et les sorcières de Charmed, qui étaient aussi fortes que ça. Et encore, les sorcières de Charmed, en fait, elles apprennent à se servir de leur pouvoir, alors que les autres, Buffy et Véronica, en fait, elles savent déjà ce qu'elles font. Elles sont déjà des personnages fortes, en fait. C'est pas, elles vont le devenir encore plus progressivement dans la série, mais dès le début, en fait, elles sont fortes. C'est vrai. Elles n'ont pas besoin de ce voyage initiatique. Je vais t'expliquer comment tu vas grandir avec ta force, tes pouvoirs, tes machins. C'est vrai, elles sont rares. Je sais pas si Jérémy a une chose à ajouter sur cette scène. Sur la mère de Duncan qui apparaît, pour moi, c'est vraiment la figure de la femme fatale du polar. La façon dont elle sort du bureau, la façon dont elle bouge ses cheveux comme ça, c'est bombastique side-eye sur Véronica et sur... Pareil, c'est une façon de se réapproprier tous les genres du polar dans ses personnages, et je trouve que ça marche super bien, c'est hyper efficace. On sait pas qui est ce perso, on va même pas forcément le revoir de tout l'épisode, mais on a envie d'en apprendre plus sur elle et sur sa famille, quoi. Ça a été en cours ? Si tu crois que je vais te laisser parler de ma journée à l'école et oublier que Céleste Kane était avec toi il y a 10 minutes, tu as tout faux. J'espère que t'as de bonnes notes. Kane a une activité extra-conjugale ? On peut dire ce qu'on veut sur le vrai fromage, j'aime autant le fromage râpé sous plastique. Mes notes sont bonnes, et comme toi j'adore le râpé en sachet, alors maintenant si on parlait de Madame Kane. D'accord, elle croit qu'il a quelqu'un, il rentre tard, il a des allumettes de motel, les trucs habituels. Sexuellement, ça va ? Plus du tout. T'as accepté l'affaire ? On a besoin de cet argent. Bien. Ça m'aurait pas plu que tu refuses. C'est pas pour ça que j'ai accepté. Tu me donnes la pomme ? Oh non. Mars Investigation ? Ne quittez pas. C'est pour toi. Kiss Mars. On passe à table avec Véronica Mars et son père. Du coup, Véronica et son papa partagent un petit repas en famille. Visiblement, ils ont été commandés quelque chose, des burgers ou quelque chose comme ça au resto du coin. Et Véronica essaye d'en savoir un peu plus sur la venue de Céleste Kane, parce que ça l'intrigue fortement qu'elle soit venue se déplacer jusque dans les bureaux de Mars Investigation. Son père il rechigne un petit peu à lui dire la raison de la venue de Madame Kane. Il évite un peu les questions et puis bon, il sait très bien qu'elle va finir par arriver à ses fins, donc il lui balance l'info qu'il y aurait une histoire d'adultère sous le tapis. Sur ce, le téléphone sonne et Véronica décroche pour donner tout de suite le téléphone à son père, qui doit partir parce qu'il y a un fugitif qui est recherché et qui a été repéré au Texas. Et il faut vite aller le chercher parce que sinon il va passer la frontière mexicaine. Avant de partir, son père lui dit de ne pas intervenir dans l'affaire Kane, mais comme il sait très bien qu'elle va le faire, il lui dit de ne pas oublier d'emmener Patrouille avec elle. Son père, donc Kiss Mars, la connaît par cœur. De toute façon, tu vas y aller. N'hésite pas à parler vraiment de tout dans les détails, y compris de la sexualité, donc des potentiels clients. Il y a un truc, je sais plus en français comment c'est parce que j'ai regardé en VO, mais à ce moment-là, en fait, on sait pas que le chien il s'appelle Backup en VO. Et du coup, il lui dit take backup with you. Donc en gros, on se dit, c'est juste, n'y va pas toute seule, il faut qu'elle soit avec quelqu'un. Quand on la voit être toute seule plus tard, on se dit, ah, mais elle a pas du tout écouté. Et en fait, ben si, parce que il y avait l'indice finalement du prénom du toutou donné dans cette scène. Ouais, l'effet de surprise est plus grand en VO qu'en VF. Ok, mais tu le vois pas arriver quand même, hein. Quand on va arriver à cette scène justement, on voit pas arriver que Patrouille est là en fait. Non. Non, tu le vois pas. Moi je pense que c'est ma scène préférée de tout l'épisode, parce que Papa Mars est adorable. Tu vois vraiment la complicité, comme tu l'as dit, entre les deux personnages. Tu sens qu'il préférait qu'elle s'occupe pas de ses affaires et qu'elle vive sa vie d'ado normale, mais en même temps, il connaît sa fille, il a besoin de son aide et il accepte sa fille comme elle est. À la fin, quand il lui dit bon voilà, et quand il va prends backup avec toi, il est pas désespéré, il est pas saoulé par la situation, au contraire, on va pas dire qu'il l'encourage, mais voilà, il l'accepte comme elle est, et je trouve ça magnifique. La discussion qu'ils ont aussi est hyper complice. Ils se posent des questions, et même quand Véronica doit quand lui il prépare ses affaires pour partir, Véronica elle est au taquet, elle dit bon je vais commander ton avion, je vais te prendre une voiture, ils en blaguent, etc. En une scène, tu vois tout le lien qu'ils ont entre ces deux personnages. Et c'est spontané en plus, hein, c'est nature, ouais. C'est fluide. Il n'y a pas ces malaises parce que ma fille devient grande, elle a le corps qui change, on ne parle plus. Non, c'est pas du tout dans cette optique-là, en effet.
Non, tu sens bien que le papa, il est super bienveillant avec sa fille et que du coup, même si plus tard il va prendre des décisions qu'elle va pas forcément comprendre et que nous, du coup, sur le coup, on va pas forcément comprendre, c'est difficile en fait de lui en vouloir parce que tu vois tellement qu'il a une relation proche avec sa fille et qu'il veut être bienveillant, qu'il l'accepte et tout, que tu te dis, s'il fait ça, c'est forcément qu'il a une bonne raison et c'est pas juste pour l'embêter en fait. Et qu'il la c'est protège. pas juste pour... voilà, c'est ça. C'est vraiment parce qu'il se dit, ça va vraiment la blesser et j'ai pas envie qu'elle soit blessée, donc je préfère un petit peu la mettre dans un petit cocon, juste le temps que ça passe, tu vois. Chapitre suivant, une enquête et une mort qui changent tout. Ouais, bah là on a la présentation de Jack Kane, donc c'est Veronica qui part dans la super baraque des Kane pour filer Jack Kane, et ça se lance direct sur un flashback sur quand tout allait bien. Elle nous présente du coup la fille Kane, Lily, qui était la meilleure amie de Veronica. Il y a une petite scène où ils sont en train de laver des voitures et elle lui dit Lily lui dit qu'elle a un secret, mais qu'ils n'ont pas le temps d'en parler, ils sont interrompus. Et on apprend que ce seront les derniers mots qu'ils auront échangés entre elles avant le décès de Lily. Parce qu'en fait, la même soirée, le père de Veronica est appelé. Ils sont tous les deux dans la voiture. Ils vont chez les Kane. Et en fait, Lily a été assassinée. Veronica sort de la voiture malgré la demande de son père pour aller voir Duncan, qui à ce moment-là est toujours son petit copain, qui est juste chamboulé, qui n'arrive même pas à parler, qui joue assez mal le choqué, faut avouer. Mais il est censé être en état de choc, on a l'impression qu'il a une diarrhée ou je sais pas quoi. Ouais, non, mais c'est ridicule, j'avoue. Elle joue super bien, tout le monde joue super bien, et lui, il est juste là en mode... c'est dur. Soit une diarrhée, soit constipé, c'est selon. Je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve qu'il y a quand même quelques répliques qu'elle fait qui sonnent un peu fausses. Au début, justement, quand elle lui dit « Qu'est-ce qui se passe, Duncan ?» Ça va pas. Enfin, je sais pas, ouais. J'ai l'impression qu'elle est trop calme alors que normalement, elle devrait être un peu en speed, quoi. Tu parles vraiment de la VO de Kristen Bell, d'accord ? Parce que la voix française, Laura Préjean, qui est vraiment une voix hyper identifiée, c'est aussi, pour vous donner une idée, c'est aussi la voix française de Peyton dans Les Frères Scott. Ah oui. Pareil, entre autres, on en a fait beaucoup. La fille du grand Patrick Préjean, qu'on retrouvera prochainement dans Scène de ménage. Elle fait aussi Penny de Big Bang Theory. Elle est très talentueuse. Et vu que tu fais un point VF, c'est pas la première fois qu'elle double Kristen Bell, mais c'est vraiment là le rôle où elle se cristallise et elle devient sa voix régulière. Excepté malheureusement Gossip Girl. Je sais pas pourquoi on a pris une autre. Et du coup, en fait, Veronica va aller vers la piscine. Elle va voir du coup que sa meilleure amie est morte, tout le monde est choqué, et en fait on apprend que Keith Mars a accusé de meurtre Jack Kane, donc son père, et voilà que en fait c'est un peu ça qui a engendré leur chute à tous, quoi. Oui, j'ai oublié de faire un petit point sur le casting qui est important. Le papa de Veronica Mars, c'est Enrico Colantoni, qu'on a pu voir aussi dans Person of Interest, qui joue un salaud d'ailleurs. Incroyable. Faut pas spoiler son personnage. Ouais, ça fait très bizarre quand tu le vois de gentil à salaud. Je fais un point casting, pourquoi ? Parce qu'il faut quand même dire qui est Lily, qui est tuée. Oui. C'est qui cette comédienne ? Amanda Seyfried. Oui, c'est ça. La géniale Amanda Seyfried, récemment vue dans The Dropout sur Disney+. Et d'ailleurs, j'ai lu quelque part, il me semble qu'Amanda Seyfried, à la base, elle avait auditionné pour jouer le rôle de Veronica. Ah, les producteurs scénaristes ont préféré la tuer, d'entrée. Ils l'ont gardée juste pour les flashbacks. C'est con. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette scène ? Oui, le fait que je trouve ça assez sordide, mais en même temps, cette ville est super sordide, mais que le meurtre en fait de Lily a fait la une des journaux, elle explique que la presse était là comme des rapaces à tourner autour de l'affaire, à essayer de sortir tout un tas de choses, que ça a fait la une de journaux en plus qui sont assez importants aux États-Unis. Enfin, elle parle de People et de Entertainment Tonight. Enfin, c'est des gros magazines, des gros trucs, c'est super sordide et c'est juste parce que c'était des gens qui étaient friqués, quoi, que ça a fait autant la une. En même temps, c'est comme si t'avais la fille de Mark Zuckerberg qui, d'un coup, était assassinée. Je pense que dans la vraie vie, ça aurait été pareil, quoi. Oui, mais ça montre bien que les médias s'en fichent, tu vois. Enfin, il y a un truc intéressant et tout, du coup, on se jette dessus. Enfin, il y a eu le cas aussi en France, même avec des affaires où tu te dis, juste laisser la famille tranquille. Et en fait, les journalistes sont là, et ils tournent autour, ils cherchent tout, ils creusent tout. Et du coup, ils empiètent sur le travail des flics. Et du coup, tu te dis, c'est peut-être aussi pour ça que le père, il a pas pu faire son enquête correctement, en fait.
En effet, ça fait écho à beaucoup de choses, tout ce qui tourne autour de la Californie, des people. On repense, il y a plein d'exemples, hein, la poursuite de Britney Spears dans des stations-service, enfin, voilà. Il y a plein d'exemples qui peuvent comme ça traverser notre esprit, en effet. Heureusement, ils n'avaient pas TMZ à cette époque-là, parce que ça fouille les fonds de tiroir là-bas, les poubelles et tout. Ah ouais. Un autre truc que j'ai remarqué dans la scène, très rapidement, et quand ils sont au niveau de la piscine, c'est assez mal filmé, c'est assez flou, Oui. mais si on se concentre bien, on voit qu'en fait, il y a un policier qui il prend un peu les parents des Kane dans leurs bras pour essayer de les soutenir, et en fait, un truc que j'avais pas remarqué au premier visionnage, c'est que c'est l'actuel shérif qui devait être le second à ce moment-là. C'est ça, oui. Et ça en dit long un peu sur pourquoi est-ce que c'est lui qui le remplacera au rôle du shérif. On voit déjà des indices de connivence qui peuvent se faire à ce niveau-là. 6 weeks after Lily Kane's death, someone from the sheriff's department leaked the crime scene video. Within 24 hours, it was all over the net. Streaming video made it possible. Someone made a fortune while Dad took the blame. So does your dad still think that Lily's father did this? That's my girlfriend. Your friend? Duncan's sister? Your dad is destroying the Kane family. What's the matter with you people, huh? What's the matter with you? Retour sur la temporalité actuelle. Là, il y a une grosse révélation autour d'une vidéo. Ouais, bah du coup, on retourne au niveau du motel pour voir Jay Kane qui rentre dans une chambre. Et là, on a encore un flashback, vraiment quasiment immédiatement, où 6 semaines plus tard, l'assassinat de Lily, il y a des images, des vidéos de la police qui sont diffusées sur leur YouTube. Et du coup, c'est ça vraiment qui... Du coup, le père de Veronica va prendre le blâme sur ça et va perdre son travail, en plus des accusations qu'il a faites sur le père de Lily. Et il y a une petite scène où on voit Logan, comme on l'a jamais vu avant, qui est bouleversé, en pleurs, qui rappelle que Lily était sa petite amie, et il confronte en fait Veronica en lui disant mais pourquoi est-ce que ton père veut autant détruire une famille, et il met Veronica dans le même sac. Il lui dit pourquoi vous people vous faites ça. Donc même limite un peu on a l'impression qu'il met pourquoi vous les gens pauvres vous faites ça. Et voilà, en fait c'est vraiment la dégringolade pour la famille Mars. Papa Mars, il perd son taf, il perd sa femme. Et au final, on découvre, je crois, que en fait, le nouveau shérif a trouvé le meurtrier. Ouais. On a l'impression que c'est un mec lambda, ancien employé du père de Kane Industries. C'est ça. C'est assez surprenant, quoi. Ça sort de nulle part. On l'a retrouvé avec des affaires qui appartenaient à Lily. Donc, a priori, ce serait lui, s'en est pris à Lily en représailles, parce qu'il a été viré de cette société. A priori. Bon, vous doutez bien que s'il y a une saison de plus de 20 épisodes, c'est que c'est pas lui. Voilà. Je trouve ça particulièrement grinçant, justement, qu'il y a une vidéo qui leak et qui soit streamée, vu que c'est le fondateur, l'inventeur du streaming dans l'univers de Veronica Mars. Une petite dose à la Black Mirror, en disant bande de connards, voilà une magnifique nouvelle technologie, et tous les effets pervers de celle-ci, ce que ça peut engendrer quand tout s'enraye et que tout devient excessif, qu'on en fait un usage abusif de ce que vous avez créé. Oui, la série, elle va même en parler après, plus tard, parce que je crois qu'il y a du revenge porn aussi dans des saisons qui suivent après, il me semble. Donc elle est très ancrée justement pour, pas faire de la prévention, mais pour anticiper un petit peu. Et comme elle s'adresse aux ados, et elle leur dit voilà, il y a des nouveaux outils et tout, c'est cool, vous avez l'impression que tout est trop bien, mais en fait, attention, il y a quand même aussi un côté, il y a quand même un revers de la médaille, quoi. C'est top de s'intéresser à ça, parce que beaucoup de séries l'ont fait derrière. Mais je pense à, évidemment, des 13 Reasons Why, des Sex Education, oui. Il y a dû y en avoir aussi un peu dans Glee. Et il me semble qu'il y a un délire autour des cheerleaders entre Queen et Santana, un truc comme ça, je crois. Il y a des trucs qui leak pour leur pourrir leur réputation. Mais là, ce qui est dingue, c'est qu'on est en 2004. Ouais, c'est pas des questions du tout que les gens se posent. Enfin, on est bien avant MeToo, on est bien avant tellement de problématiques féministes qui sont venues, et c'est peut-être une des premières séries qui vraiment en parle, et surtout pour des ados, quoi.
On poursuit quand Veronica piste Jack Kane est emmerdée par Weevil et ses potes. Oui, on retourne dans le présent après le flashback avec Logan. On retrouve Veronica qui est toujours devant le motel où se trouve Jack Kane et elle voit arriver dans son rétroviseur le gang de bikers. Elle se dit que ça va être la merde parce qu'ils vont l'embêter. Ils essayent évidemment de l'intimider, mais ça échoue parce que Veronica n'est pas venue toute seule, elle est venue avec Patrouille, qui sort, qui bondit de la voiture et qui mord Félix, je crois, qui s'était approché un peu trop près au goût du toutou. Et pendant que Backup / Patrouille s'occupe de lui, Veronica, elle sort une espèce de taser et elle en tase un autre. Pour bien lui faire flipper. Donc bref, Veronica est badass. Génial. Et oui, elle a réponse à tout. Ça, c'est quand même sympa, quoi. Elle est pas dans une situation confortable, mais elle ne panique pas. Pardon pour la référence, mais c'est peut-être une scène à la Rex, ou aujourd'hui Hudson et Rex, mais pour les plus anciens qui nous écoutent, Rintintin peut-être, voilà. Mais, je sais, je vais loin, mais voilà. Est-ce que vous avez un truc à ajouter, Jérémy? Moi, ce qui me tue, c'est qu'ils arrivent, je sais pas à combien, genre 4-5 et tout, mais juste parce qu'elle a un chien, un molosse et un taser, et ils sont tous là en mode ok, bon, on bouge plus. Bon, qu'est-ce que t'as à dire? C'est vraiment, ça la rend mais complètement. C'est ça, alors que tu te dis c'est des bikers, enfin tu vois, c'est les racailles de cette ville, quoi. Vraiment, ils sont mis en échec juste par un taser. Tu vois Weevil qui est là. En fait, limite, tu pourrais croire qu'il est en train de trembler de peur. Alors que non, mais cette scène est très très drôle. Puis il comprend tout de suite qu'elle fait peur, parce que celui qui s'est fait taser se relève, il est trop con, donc il y retourne, et Weevil il est là, il lui dit mais non, en fait, juste sois pas plus con que ce que tu es déjà. C'est important quand même de parler du langage de Weevil. Weevil, il est en mode « Mais je comprends pas, Véronica, pourquoi tu défends ce négro en VF ?» Je rappelle qu'on est en 2004. En VO aussi. En VO aussi. Il fait pas le poids, wesh. Après, vu les rumeurs sur toi, il doit sûrement avoir des talents cachés, le mec. Non mais vraiment, c'est cliché il est sur que porté cliché. sur ça. C'est irrévérencieux, en fait. Il s'en balèque, le mec. Mais dans mon souvenir de la série, je ne me souvenais pas qu'il était aussi raciste et sexiste. Moi non plus. Et... Moi non plus, j'étais choqué. Bah après, je me dis, enfin, du coup, moi, je l'ai vu en VO, dans mes souvenirs, en français, c'était pas non plus si trash que ça, du coup, parce que adaptation et tout ça, et il me semble qu'après, il l'atténue encore un peu plus en français. Je sais pas en VO, du coup, mais il me semble que c'est quand même atténué, enfin, ils essayent un peu pas de cacher, parce qu'ils peuvent pas complètement tout cacher, mais il est détestable, mais pas le rendre aussi, comment on dit, vraiment cringe et horrible, quoi. Ils essayent quand même de le rendre un minimum appréciable, parce que je me rappelle que j'avais des copines qui adoraient Weevil. Genre, c'était leur crush ultime, tu vois. Et je me disais, mais non, jamais, allez voir un psy. Ça me fait penser à Chuck Bass, quoi. C'est la même. Le Oui, mec, il passe son temps délire. à objectiser les femmes et... Oui, Jérémy. Non, mais je me demande si il est pas... l'écriture est pas un peu exacerbée dans le pilote, même dans la VO, que ça s'amenuise un peu... plus tard, parce que c'est vrai que dans la scène où il confronte Wallace la première fois, pareil, il dit en VO, ça c'est pas en VF, mais en VO, il parle de Wallace comme le boy de Veronica, quoi. Ouais. Qui est très connoté péjorativement aujourd'hui. Exactement. Donc, mais ça, ce genre de truc, j'en ai aucun souvenir truc. J'ai vu l'épisode 2 juste pour comparer, et il est plus du tout comme ça après, quoi. C'était juste pour le pilote, pour faire valider l'achat en fait de la saison, je pense, pour faire valider l'achat de la série. À l'époque, il fallait poser les personnages forts et tout, et après du coup les scénaristes se sont dit bon, on y allait trop fort, on va un peu lever le pied, sinon on va avoir des problèmes, on va avoir des gens qui vont saisir je sais plus ce que c'est l'autorité aux États-Unis, mais le même équivalent chez nous que le CSA, que l'ARCOM. Oui, c'est vrai, ça a changé de nom, c'est vrai. Ah là là, je suis vieille. Et... Mais en tout cas, je ne vois pas de quoi tu parles, Ariane, hein, parce qu'un mec qui dit « Et oublie pas, meuf, si tu te sens seule... » Oui, il parle de lui à la troisième personne. Weevil sait faire durer le plaisir, bébé. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Donc, non. C'est la classe. Hein. Voilà. Allez voir un psy si vous aimez Weevil, s'il vous plaît. Ah non, oui. Mais tu sais, en même temps, je me remets dans le contexte de quand j'avais 16-15 ans, c'est comme ça que les mecs parlaient. Moi pas vraiment, mais les allusions sexuelles comme ça qui sont lâchées en mode blague. Oui, bien sûr. T'en avais plein, et du coup,
tu te dis finalement c'est peut-être un peu réaliste et en même temps... Et c'était intégré par les filles de laisser passer ce genre de truc. Malheureusement, c'était l'époque, je le rappelle. Ariane. Bah c'est ça, mais c'est le principe des constructions sociales de l'époque. Maintenant, on essaye de déconstruire. Ouh là là, attention, néo-wokiste. Mais... Oh putain. Mais c'est ça le délire, en fait. C'est qu'à l'époque, c'était complètement accepté que ça soit aussi normé que ça et que c'était même bizarre si un garçon parlait pas comme ça, quoi. Et c'était bizarre si une fille disait que c'était pas bien. Je peux dire adieu à ma carrière sur Europe 1, fait chier. Donc... Désolée. C'est de l'humour, hein. Je précise. Oh là là, on peut plus rigoler. Bon, chapitre suivant. En plus, je dois aborder un chapitre qui est pas évident. Non, clairement pas. Bonne chance. Quite a reputation I've got, huh? You want to know how I lost my virginity? So do I. I went to a party at Shelley Pomeroy's just to show everyone their whispers and backstabbing didn't affect me. It was a mistake. Sympa, la réputation de Véronica qui nous demande à votre avis, elle s'adresse à nous spectateurs, vous voulez savoir comment j'ai perdu ma virginité les amis ? Ben moi aussi. On suit Véronica dans une soirée chez une de ses anciennes fréquentations, en mode « je viens chez vous, même si vous jacassez dans mon dos, je veux montrer que ça ne m'atteint pas ce que vous dites ». Et à un moment donné, dans la soirée, Véronica se met à boire un verre, un Cuba Libre en VF, avec une dose de GHB dedans. Elle ne sait pas qui a mis ça dans son verre, elle s'écroule de sommeil dans un transat près de la piscine, mais elle se réveille le lendemain, toujours vêtue de sa jolie robe blanche, mais sa culotte, on lui a retiré. Et évidemment, elle comprend le viol qu'elle a subi et le fait qu'elle ne sera jamais plus la même. Tout ça est dit en voix off. Elle ne veut pas en parler à son père car elle a peur de sa réaction. Et moi, une phrase m'a glacé en revoyant le pilote. Et c'est pour ça que je voulais en parler aussi dans cette émission. Elle dit tout simplement « Je ne suis plus cette fille, je ne redeviendrai plus jamais comme avant ». Je trouve cette phrase terrible. On revient en temps présent, on la voit se servir de son appareil photo pour essayer de choper en flagrant délit le patron Kane qui trompe sa femme dans un hôtel miteux. Mais voilà, on va essayer de focaliser un peu plus sur ce passage que je viens d'évoquer. Qu'est-ce qui vous a inspiré, Ariane ? Pareil que toi, froid dans le dos. En fait, dès le début, quand le flashback commence et qu'elle dit « Est-ce que vous voulez savoir comment j'ai perdu ma virginité ?» Moi aussi, j'aimerais bien savoir. Déjà, j'ai compris, en fait. Tout de suite, on comprend, ok, il y a quelque chose qui s'est mal passé et en gros, elle a été violée, on l'a même pas vue, elle ne dit jamais le mot, mais on comprend tout de suite et c'est horrible. Juste horrible. En plus, plus tard, on reviendra là-dessus et c'est encore plus horrible ce qui se passe. Mais déjà là, en fait, c'est atroce parce que elle sait même pas qui c'est qui lui a donné le verre. Elle a aucun indice sur ce qui a bien pu se passer pendant la soirée. Et tout ce qu'elle sait, en fait, c'est qu'elle est venue à la soirée pour essayer d'être fière, de montrer qu'elle était forte. Et en gros, on l'a droguée pour qu'elle soit faible et on a abusé d'elle parce qu'elle était faible à ce moment-là et parce qu'en gros, c'est le seul moment où on pouvait l'agresser, en fait, parce que sinon, c'est un personnage qui est trop fort et du coup, il faut toujours... Si on veut pouvoir la piéger, il faut toujours trouver un chemin détourné, quoi, parce que sinon, voilà. La rendre vraiment profondément vulnérable. Ouais. C'est... Enfin voilà, moi, cette scène m'avait marqué à l'époque et quand je regardais ça, ado, jeune adulte, je me suis dit « Wow !» Ah ouais, elle a une histoire chargée, elle. Mais vraiment, j'ai sorti ça devant mon écran, j'avais rarement été confronté à ça dans une fiction et je me suis dit, dès le pilote, installer ça, c'est costaud. Jérémy ? Ouais, pareil, la scène est hyper forte et pourtant la transition est assez pourrie, tu vois. C'est Weevil elle dit « Ah, vous avez vu, j'ai une sacrée réputation. D'ailleurs, vous savez comment j'ai perdu ma virginité ?» Et tu vois le truc qui dit « Mais ça sort de nulle part » et après t'es assommé par la scène qui est assez impressionnante. Enfin, pareil, c'est vraiment pas le genre de choses que tu pourrais voir à la télévision aujourd'hui. C'est sobre et suffisamment accablant pour que tu sois scotché à ta télé et complètement, enfin, aussi cassé que Véronica, quoi. T'es complètement en empathie avec elle. Ouais, voilà, t'es complètement en empathie. Tu découvres les choses au fur et à mesure et c'est glaçant. C'est vraiment glaçant. Et pareil, moi j'ai été surpris aussi que jamais le mot viol a été prononcé, sauf en VF, on parle de drogue du violeur. Mais sinon, à part ça... mais je voudrais juste faire une petite critique quand même, parce que il y a une chose qui m'a pas forcément plu, c'est l'implicite que cet événement l'a complètement changé. Parce qu'au final, quand on voit dans les flashbacks, même avant la mort de Lily, elle a toujours été un peu cinglante. Elle était peut-être un peu plus naïve, un peu plus jeune, en fait, tout simplement. Mais elle a toujours eu de la répartie.
Elle en a toujours fait qu'à sa tête quand par exemple elle est sortie de la voiture pour aller voir Duncan malgré l'interdiction de son père. Donc il y a toujours un peu ce cliché que quand un scénariste homme veut écrire un personnage féminin et qu'il veut lui faire montrer vraiment une différence, il y a cette idée du viol. Ça reste quand même important dans l'histoire de la télévision d'avoir fait de Véronica une survivante. Mais pour moi, Véronica a toujours été forte avant même cet événement, avant même la mort de Lily, quoi. Le comportement jusqu'au boutiste qui est le sien en toutes circonstances, de résoudre une affaire, de sortir les gens dans la merde, il a toujours été là, c'est vrai, et c'est terrible l'expression que j'ai utilisée, pardon, mais ce qui lui est arrivé, c'est pas et tout sauf un accélérateur de particules en mode « Voilà, elle c'est une warrior désormais parce qu'elle a subi ce viol », pas du tout. C'est vrai, je suis complètement d'accord, et c'est important ce que tu soulignes en plus, Jérémy, la transition, c'est vrai que j'avais même pas été plus attentif que ça. La réputation, ouais. Passage des blagues graveleuses de Weevil à ça, ok. Tu peux voir ça aussi comme le fait que, du coup, à cette soirée-là, les autres, ils savent pas qu'elle s'est fait violer. Mais en gros, ils savent qu'elle a couché. Du coup, au lycée, elle a couché, donc du coup, elle pense que au cul, en fait. Du coup, c'est aussi peut-être pour ça qu'il y a plusieurs fois, parce qu'il n'y a pas que Weevil aussi qui lui fait des remarques comme ça, il y a aussi Logan plus tard qui lui dit quelque chose à propos de Duncan pour savoir si ça l'excite. Tu te dis en fait que la réputation qu'elle se trimballe, c'est aussi à cause de ça, du fait qu'en gros c'est une fille qui est facile et que si tu veux, si t'as envie de Ken, en gros, bah tu vas l'avoir. D'ailleurs, oui, la blague de Weevil, c'était là-dessus, vu ta réputation, hein, c'est pour ça que tu traînes avec Wallace. En effet, amis auditrices et auditeurs, on s'arrête là pour la première partie de notre analyse du pilote de Véronica Mars. Si vous ne l'avez pas vu, il faut savoir que cet épisode est extrêmement fourni, il est vraiment très dense, il déborde d'informations et donc il y avait plein de choses à dire. Et pour vous rendre ça plus agréable, plus digeste, j'ai préféré couper l'épisode en deux. Donc je vous donne rendez-vous en fin de semaine, juste avant le 25 décembre, sur votre appli podcast préféré pour retrouver la seconde partie de notre PPP consacrée à Véronica Mars. Je tiens à vous rappeler que si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, vous avez la possibilité sur Apple Podcasts, Spotify ou Podcast Addict de mettre sur notre page un commentaire et 5 étoiles pour nous aider à faire grandir cette émission. On est aussi présent sur les réseaux sociaux, sur X, anciennement Twitter, @piloteparfait ou sur Insta, la saison des séries. Un grand merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de bons épisodes et je vous dis à très bientôt. Ciao!